Et donc moi, ce que je dis toujours à la majorité silencieuse, qu'elle soit, non indépendantiste, indépendantiste ou, rien du tout d'ailleurs, vous faites pas entraîner, et n'achetez pas à court terme le confort que vous perdrez à moyen terme. Tu accuses l'État d'être tétanisé par le FLNKS. À partir de quand considères-tu que ce n'est plus de la prudence, mais un renoncement démocratique assumé? À partir de quand? En fait, ce que je peux dire, c'est que j'ai noté que le 13 mai a été une bascule, psychologique dans la tête des élus parisiens, toutes tendances confondues d'ailleurs. Heu, Faut pas accuser, plutôt les uns que les autres, la Macronie ou le RN ou le Parti socialiste. Ils ont tous ce logiciel, si tu veux, en tête où, comme, la France a connu la paix depuis, 1945, en fait, c'est des gens qui ne supportent plus le rapport de force et la violence et donc il faut tout faire pour éviter la violence, quitte à passer du compromis à la compromission et donc c'est très difficile depuis le 13 mai 2024 à obtenir de l'État des choix qui soient, tout simplement raisonnables, heu et donc on a encore là l'illustration. Si je fais depuis le 13 mai les décisions, on a un le retrait du projet de loi constitutionnel qui dégèle le corps électoral. 2 la proposition d'indépendance association de Manuel Valls. 3 on fait, Bougival parce que le président de la République nous demande de faire un référendum sur l'indépendance association dans 15 ans. 4 une fois qu'on a fait Bougival, il nous demande de renoncer à Bougival, la consultation en tout cas, parce que le FLNKS n'est pas d'accord. Donc ça fait, 1 an et demi de tergiversation de l'État. Nous aussi, on est un peu, attachés à notre confort de vie, et donc jusqu'où on est prêt à aller pour défendre nos convictions? Voilà. Les indépendantistes l'ont démontré, ils sont capables de tout casser. Nous, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Voilà. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Quelque part, Christian Théin a fait, 1 an de prison pour son combat, combien même son combat est le plus dégueulasse qui soit. Il a fait 1 an de prison pour ça. Voilà. Qu'est-ce que nous, on est capable de faire? Tu exclus toute discussion allant au-delà de Bougival lors d'un éventuel rendez-vous à Paris. Quelles seraient très concrètement les lignes rouges qui te feraient quitter la table des discussions? Bon, je pense que c'est clair en disant, l'accord de Bougival, parce qu'en disant, l'accord de Bougival, en fait, c'est déjà un État dans l'État. Il y a une double nationalité, il y a une loi fondamentale et il reste des transferts de compétences régaliennes possibles. Quand on va au-delà de Bougival, c'est que quelque part, l'indépendance est inéluctable, ou l'indépendance association et ça, clairement, ça a toujours été notre ligne rouge donc le pas au-delà de Bougival, c'est débat. Donc voilà, moi je c'est pas être ferme, ni être obtus que pas vouloir aller au-delà de Bougival parce que Bougival est déjà une concession énorme en soi. C'est juste pas vouloir se trahir définitivement, en fait. Ne pas vouloir aller plus loin. Donc pour toi, c'est la ligne rouge et tu n'iras pas plus loin. Non, je peux pas aller plus loin. En cas de blocage durable, es-tu prêt à aller jusqu'à refuser la tenue des élections provinciales si elles devaient se dérouler avec un corps électoral gelé, quitte à ouvrir une nouvelle crise institutionnelle? Bien sûr, enfin, la logique, c'est que s'il y a pas d'accord, des élections se succèdent avec un corps électoral qui soit dégelé. Hem, Là encore, l'État va certainement hésiter, manœuvrer, pour essayer de contourner la chose parce qu'il va considérer que c'est trop dangereux de faire des élections avec un corps électoral, gelé. Vous savez ce qui va faire un corps électoral dégelé ou pas dégelé pour les élections provinciales? C'est qui fera le plus peur à l'État? Tu penses que les loyalistes sont prêts à ça? Je ne sais pas. Depuis le 13 mai, la Nouvelle-Calédonie traverse une crise sécuritaire, économique et politique profonde. Selon toi, le territoire est-il aujourd'hui gouvernable dans le cadre constitutionnel actuel ou faut-il assumer un changement de méthode et un changement de cap? En Nouvelle-Calédonie, tu parles? Est-ce qu'on est gouvernable aujourd'hui? On ressemble un peu à la métropole, ou c'est la métropole qui nous ressemble, hein. Mais nous, on rajoute la complexité du gouvernement collégial. Donc il y a pas de majorité au Congrès et en plus, il y a un gouvernement collégial. Donc c'est encore plus difficile que la métropole. Aujourd'hui, est-ce qu'on se gouverne vraiment avec un État qui décide clairement de tout? C'est-à-dire que l'État conditionne le versement des aides qui nous sont, on va dire, indispensables à notre survie, à des réformes. Donc quelque part, l'État, pilote indirectement la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on peut continuer dans le système actuel? Je crois pas. Bon, bah, le grand rêve de tout le monde, ça a toujours été d'enlever la collégialité du gouvernement, en vrai, moi je considère aujourd'hui, que, ce qui fonctionne le mieux, c'est les provinces.
Ce que tu veux dire, en gros, c'est qu'aujourd'hui, comme on n'a plus les moyens de nos ambitions, c'est une forme de gestion de paille. Oui, en fait, on est, alors il y a des mecs qui font un boulot, qu'on peut saluer, hein. Je pense notamment à Christopher ou à Isabelle, Chamorro, au gouvernement. Mais en vrai, ils le font dans un périmètre très restreint parce que, on n'a plus les moyens de nos ambitions et même de nos ambitions les plus modestes quelque part. Et comme je le disais, tout est, dirigé depuis Bercy donc Le débat sur l'indépendance revient régulièrement, mais la question des finances reste centrale. Comment réponds-tu concrètement à ceux qui n'expliquent toujours pas comment remplacer les près de 180 milliards de francs injectés chaque année par l'État en Nouvelle-Calédonie? moi ce qui m'inquiète énormément, c'est que les indépendantistes et Calédonie ensemble pensent qu'on pourrait avoir plus d'autonomie et que l'État continue de payer. Je peux vous dire une chose, ça c'est faux. Ça c'est faux. Moi je suis à la commission des finances de l'Assemblée nationale, donc j'étudie le budget 2 fois plus qu'un député normal parce que d'abord je le passe en commission, puis ensuite je le passe en séance. La France n'a plus les moyens de payer pour des compétences qu'elle n'a pas. Elle a déjà pas les moyens de payer pour ses propres compétences là-bas, donc elle ne va pas les payer ici. C'est pour ça que le Cornu, dans le courrier du plan de relance, nous dit, «En 2030, vous allez devoir financer vos compétences comme l'enseignement ou comme le reste». Parce qu'en fait, ils ont plus les moyens de ça. Donc vouloir plus d'autonomie pour la Nouvelle-Calédonie, c'est mettre en danger nos services publics et nos politiques publiques parce que l'État ne va pas payer les compétences qu'il aura transférées à la Nouvelle-Calédonie. Il va déjà plus payer les compétences qu'il avait transférées auparavant. Donc moi, je suis quelque part content que l'État le dise ça, parce que, nous, on voulait le beurre et l'argent du beurre. Après, si c'était autorisé, c'est normal. Sauf qu'on aurait dû anticiper le fait qu'un jour, ça allait nous revenir dans la tronche et donc le boomerang du transfert de compétences financé par l'État, ça y est, nous tape dans le front, là. Tu as conscience que c'est quelque chose qui fait peur aux Calédoniens, de se dire qu'on devra financer l'intégralité de nos compétences dès 2030. Comment tu pourrais les rassurer? Et moi, je suis pas là pour les rassurer, tant mieux qu'ils aient peur les Calédoniens là-dessus, parce que, ça va nous empêcher de faire des bêtises. La peur est salvatrice. Si on a peur de pas assumer, des compétences transférées, c'est qu'on va arrêter de les transférer. Voilà, donc moi ça me va très bien en fait que le Cornu dise ça. C'est une réalité, c'est ce que j'ai toujours défendu. Et un mec comme Philippe Gomez par exemple dit toujours, «Mais on n'a qu'à transférer, l'État va payer». Mais Philippe Gomez lui, il vient d'un monde où, la France, elle avait, le Concorde, elle avait, construit des centrales nucléaires, elle était, la troisième puissance économique du monde. Le monde, de la jeunesse de Philippe Gomez, c'est pas notre monde à nous. La France aujourd'hui, c'est la septième puissance économique mondiale et puis elle va faire que dégringoler. Elle n'arrive plus à financer, son système, de santé, son système éducatif. Elle est endettée, jusqu'au cou. L'Europe est devenue un foutoir, administratif. Donc non, c'est fini. C'est on la France de 2025 et de 2030 et de 2040 et de 2050 n'est plus la France des 30 glorieuses. Ce que tu veux dire, c'est que c'est en nous balançant dans le grand bassin qu'on va être obligé d'apprendre à nager. Non, si il faut nous responsabiliser. Ce que je dis, c'est que maintenant, nous, on doit savoir que quand on demande le transfert d'une compétence, c'est pour notre pomme. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de les transférer les compétences à un moment donné, parce qu'on n'arrive pas déjà à payer les nôtres. Ça veut dire que toi, quelque part, tu serais partisan de leur rendre une partie des compétences. Ah ben je pense, à partir du moment où, par exemple, sur, l'enseignement, on n'arrive pas à payer nos professeurs, bah, vous savez quoi? Que l'État reprenne la compétence, en fait. Ce qu'il faut par contre, c'est la compétence fiscale, parce que vu le taux d'impôt en métropole, ça vaut mieux garder pour nous. As-tu le sentiment qu'une partie de la classe politique indépendantiste refuse désormais le jeu démocratique dès lors que les urnes ne vont pas dans leur sens? Et comment l'État doit-il réagir face à cette logique de pression permanente? Ça, c'est une question que tu poses à un aveugle s'il veut voir ou à un assoiffé s'il a soif, mais non mais le FLNKS aujourd'hui n'est pas dans une optique démocratique. Il y a le FLNKS veut l'indépendance, le Palika, l'UNI veut l'indépendance. Ils ont 2 méthodes très différentes pour y arriver. Le FLNKS veut l'obtention de l'indépendance par la force et par l'exclusion de tous ceux qui ne sont pas, indépendantistes. Le Palika, lui, cherche à convaincre, les indécis en disant: «Notre indépendance, elle sera multiculturelle et on pourra l'assumer financièrement». Et donc bon, le Palika, moi, je suis pas d'accord, mais c'est entendable dans un cadre démocratique. Le FLNKS, c'est un danger. Ils sont pas dans l'arc républicain, comme on dirait en métropole. Donc eux, clairement, les élections, c'est pas leur sujet.
Eux, ils veulent un référendum quand ça les arrange, pas de référendum quand ça les arrange pas, des élections provinciales quand ça les arrange pas, quand ça les arrange pas. Voilà, ils jouent pas la démocratie, l'état de droit et cetera. Ils jouent leur gain politique pour Kanaki. L'accord de Bougival est présenté comme une sortie politique possible. Selon toi, quelles sont les lignes rouges que la République ne peut pas franchir, même au nom de l'apaisement ou du compromis? Je pense qu'elle est en train de les franchir. C'est-à-dire elle recule face à la menace de la violence. Ça, c'est pour moi, c'est quelque chose que, heu, intrinsèquement, je n'arrive pas à comprendre et à accepter. Voilà, je peux comprendre tous les combats politiques, toutes les revendications des uns et des autres, tous les positionnements. On peut être communiste, on peut être libéral, on peut être socialiste, on peut mais vouloir que son combat soit gagné par la violence, je trouve que c'est la négation de ce qu'est même la démocratie et l'histoire de tout l'Occident. Donc, à partir du moment où la France donne le point au FLNKS régulièrement, je considère que la ligne rouge, elle est franchie. Une grande partie des Calédoniens ne manifestent pas, ne bloquent pas, ne brûlent pas, mais subissent. Quel message adresses-tu aujourd'hui à cette majorité silencieuse qui attend avant tout de la stabilité, de la sécurité et des perspectives économiques? Malheureusement, l'histoire du monde démontre que, les majorités silencieuses se font guider par les minorités actives. Voilà. Je vais atteindre le point Godwin tout de suite, mais c'est pas grave. Les nazis étaient minoritaires en Allemagne, mais ils ont entraîné toute une nation dans la guerre parce que, on avait peur, parce qu'on ne savait pas les combattre, parce qu'ils étaient dangereux. Et donc moi, ce que je dis toujours à la majorité silencieuse, qu'elle soit, non indépendantiste, indépendantiste ou, rien du tout d'ailleurs, vous faites pas entraîner, heu et et n'achetez pas à court terme le confort que vous perdrez à moyen terme, quoi. Parce que vous sacrifiez, en fait, l'avenir de vos gosses. Vaut mieux que vous passiez par un moment difficile, que vous battiez contre cette minorité violente pour que vos enfants demain soient, soient mieux, mais sinon c'est eux que vous sacrifiez. Où est-ce que tu vas chercher ton énergie aujourd'hui? C'est une forme d'inertie ou tu y crois encore? Non, moi j'y crois, mais en fait je me pose plus trop de la question si j'y crois ou pas. En fait, je me bats. Je dis toujours ça, en fait, on est au milieu d'un combat, on donne des coups, on en prend, tu sais pas qui gagne. Mais tu sais que si tu en donnes pas, tu perds. Donc tu sais quoi? En fait, j'en prends plein la gueule et j'en donne et je sais pas quelle sera l'issue du combat, mais bon, et l'important c'est de taper le plus possible. Tu fais venir une mission parlementaire d'une dizaine de députés au mois de janvier. C'est quoi l'objectif? Lobbying, en fait, la Macronie au sens large, elle connaît peu la Calédonie, à part quelques, personnes qui se sont occupées de nous, mais très identifiées. Mais tu vois, à l'époque de 88, de 98, il y avait 2 gros blocs, le Parti socialiste et le RPR, en gros. Tout le monde connaissait la Calédonie, même à l'Assemblée nationale, parce que tout le monde était venu, parce que Chirac, parce que tout le monde avait tourné, tu vois? Là, aujourd'hui, la Macronie, à part Macron et puis deux trois ministres des outre-mer, alors ils me voient en parler, ils m'entendent en parler, mais ils n'arrivent pas trop à saisir le truc. La Macronie, elle est récente, tu vois? Et pourtant, à l'Assemblée nationale, c'est le deuxième groupe. Donc, mine de rien, ça te fait ou ça te défait un accord. Et c'est vrai qu'ils m'ont dit aussi: «Écoute, Mesdorf, tu nous fais voter sur la Nouvelle-Calédonie, 1 à 2 fois par an, entre, le décalage des élections provinciales où il y en a eu 3, une consultation finalement qui arrive pas, un dégel, on ne sait pas trop, c'est quoi cette histoire de gel ou pas de dégel». Et donc ils ont été aussi, eux, quelque part demandeurs de venir voir la Nouvelle-Calédonie et de mieux comprendre les choses. Et donc moi, si en fait, au sein du groupe, on passe d'un système où on me fait confiance un peu aveuglément sur la question calédonienne à il y a une vraie adhésion à mon discours et il y a des mecs qui peuvent prendre le relais de Nicolas Mesdorf à l'Assemblée nationale parce que des fois, bon, bah, elle fait un peu seule. Ah bah, ça sera un bon point pour la Calédonie française. Donc je vois, je sais, j'ai vu les commentaires, les gens ils disent: «Ah ça va me coûter du pognon, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Encore du tourisme et cetera». Vous savez quoi? Moi je préfère que les députés de l'Assemblée nationale s'intéressent à la Nouvelle-Calédonie qu'à la Guyane, qu'à la Corse, qu'à la Bretagne, qu'à l'Alsace et cetera. Donc moi je préfère avoir des députés qui savent de quoi ils parlent quand il y a de la Nouvelle-Calédonie qui arrive à l'Assemblée, plutôt que, une assemblée, totalement désintéressée, voire même à côté de la plaque. On a, un gros programme, je ne sais pas quand sort cette interview, mais ils arrivent ils arrivent le 3 janvier, partent le 10. Je leur prévois vraiment, je me transforme en tour opérateur, donc rencontre avec les institutions bien évidemment, rencontre avec les acteurs économiques,
la mine, l'industrie, le commerce, les petites entreprises, rencontre avec, la brousse, ça me tient, évidemment bien à cœur, questions agricoles, questions foncières, hem et donc voilà, j'essaye en fait de leur faire un programme qui, en quelques jours, puisse leur permettre d'avoir une vue d'ensemble de la problématique calédonienne. Bien sûr, aller voir, je les oublie pas, toutes les victimes des émeutes, hein, parce qu'il faut qu'ils comprennent à quel point ça a été grave. Le Mont d'Or, la vallée du Tyr, Dembéa, Païta, voilà, je veux qu'ils voient l'impact que ça a eu, quoi. On va rentrer dans cette période très chère aux Calédoniens, des fêtes de fin d'année, des réveillons, de la nouvelle année. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux Calédoniens dans cette période? Non, moi, je voudrais, remercier les Calédoniens, de leur, résilience. On l'a souvent dit, mais leur courage, de leur persévérance, de attention à ce qu'on subit quand même, hein. Et nos mecs sont solides, hein. Nos mecs et nos femmes, hein, c'est la pluralité, mais vraiment les Calédoniens sont solides, hein. Endurer ce qu'ils endurent depuis 2018 et le premier référendum, ça fait depuis 2018 à 2025, c'est quoi? 7 ans? Ils sont courageux, ils sont courageux. Et je vois, il y en a qui continuent à investir, qui continuent à consommer, d'autres qui veulent pas partir. Je reçois énormément de messages de soutien. Hem, c'est vraiment un peuple qui est solide. Je pense que cette période actuelle va marquer, plusieurs générations de Calédoniens sur la suite et est en train de façonner un état d'esprit. Je pense que quand ça ira mieux, parce que ça ira forcément mieux un jour, et on aura une population calédonienne, solide, dure au mal, quoi. Ouais, dure au mal. Donc je les félicite pour ça. Et je vais leur souhaiter ce que tout le monde leur souhaite pour l'année 2026, c'est que, ça soit une année qui voit la Nouvelle-Calédonie avec une solution politique, pérenne cette fois. Puis, forcément les ce qu'on dit tous les ans, mais c'est vrai parce que tu sais quoi? Je sors du Medipôle. J'ai été visiter, l'hôpital pour, les problèmes de, personnel. Je sais qu'on manque de médecins, de personnel soignant. Et donc, on se rappelle à quel point, fondamentalement, c'est la santé qui est le plus important. Hein, c'est pas pour rien qu'on se dit, «Une bonne année, une bonne santé» parce qu'en fait, on peut pas faire tout le reste si déjà le carburateur marche pas bien, quoi. Et donc, une bonne santé aux Calédoniens. Je pense que c'est ce qui compte le plus. Une bonne santé aux adultes, aux enfants, aux grands-parents. Voilà, que tout le monde, reste en vie, parce qu'on a besoin de monde. Prenez soin de vous.